Bonjour à tous. J'aimerais, s'il vous plaît, que nous passions une minute de silence pour Adama Traoré et pour les victimes de ces dernières semaines, de ces derniers mois qui ont trépassé. Pensons à eux, s'il vous plaît. Je vous remercie. Pour ceux qui penseraient qu'on ne fait que exporter le mouvement Black Lives Matter en France parce qu'on est juste bon à mimer ce que font les Américains, nous apporterons une petite nuance. Nous vous dirons que, j'aurais jamais cru pouvoir le dire un jour, nous sommes forcés de remercier les médias. Nous vous dirons que nous remercions les médias parce qu'ils ont rendu visible le mouvement Black Lives Matter. Mais en même temps que nous les remercions, nous parlons bien des médias français. Nous sommes obligés de rappeler leur hypocrisie crasse. Parce qu'ils n'ont aucun problème à parler de crimes racistes, voire négrophobes, lorsqu'il s'agit de meurtres de policiers blancs sur des Afro-Américains. Là, ils se délectent comme des hyènes. Mais lorsque cette réalité arrive en France, il n'est jamais, absolument jamais question de racisme. C'est toujours la faute à Patience. Ils disent qu'ils ont demandé à Lamine de sortir de sous le véhicule. Mais le plus gradé des policiers en question explique également dans sa déposition qu'en voyant les mollets de Lamine, il a eu peur de Lamine. Ils étaient déjà 3 à ce moment-là. Il a eu peur de perdre le contrôle de la situation si Lamine se trouvait debout. Du coup, il a demandé à sa collègue de faucher les jambes de Lamine au moment où il se redressait. Donc Lamine a reçu l'ordre de sortir, il était en train d'exécuter, pendant que l'autre policier a reçu l'ordre contraire de ramasser ses jambes. Donc Lamine a été fauché de cette manière-là, il s'est écrasé de tout son poids face contre terre. Et il a hurlé de douleur. Ce cri a été entendu au 6e étage dans les bâtiments en face. Ils ont ensuite appelé du renfort. Un premier véhicule de 3 policiers est arrivé. Un 3e véhicule est arrivé avec encore 2 gradés dedans. Ça fait au total 8 policiers. Ils étaient 5 sur Lamine, alors que Lamine était allongé face contre terre. Ils l'ont molesté pendant plus de 30 minutes. Ils l'ont menotté sur la nuque, pas dans le dos, sur la nuque, je vous montre. Essayez de tenir cette position face contre terre pendant 30 minutes. La position à elle seule suffit, c'est une torture. Ça n'a pas suffi à ces policiers. Ils lui ont attaché les chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ensuite, ils ont traîné Lamine jusqu'au fourgon de police. Là, ils l'ont jeté dans le fourgon, face contre terre. Et là, un policier s'est agenouillé sur son épaule droite, un sur son bassin, un sur son épaule gauche, un sur ses jambes repliées jusqu'au fessier et un autre au niveau de la tête. Les expertises médico-légales ont révélé plus de 30 hématomes sur le corps de Lamine, dont 10 sur la tête. Lamine a vomi pendant qu'il était maintenu dans cette position et il a respiré son vomi. Les expertises ont retrouvé du vomi dans tout son appareil respiratoire. Le policier qui était agenouillé sur la tête de Lamine, sous la pression de ce policier, le cerveau a manqué d'oxygène. Et en manquant d'oxygène, il a gonflé dans la boîte crânienne. Il a tellement gonflé qu'il ne pouvait plus tenir dans cette boîte crânienne et il a commencé à s'écouler par la seule issue possible qui est le trou occipital. Cette zone se trouve au niveau de la nuque. Les médecins ont appelé ça un engagement cérébelleux, un engagement cérébral. Cela signifie que Lamine n'avait aucune chance de s'en sortir. Parmi ces 8, il n'y en a eu aucun pour raisonner les autres et dire « Ok, cet homme est menotté, il a les 4 membres entravés, totalement entravés, il est allongé par terre, la seule chose qu'il peut faire, c'est respirer. Il ne peut pas s'enfuir, il ne peut nuire à personne, il ne peut rien faire. Ça n'a pas suffi. Eh bien, Lamine est mort dans cette position avec ses 5 policiers sur le dos.
La contre-expertise a révélé que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Donc on n'est plus du tout dans un contexte toxique. C'est eux, c'est leur opération, c'est ce qu'ils ont fait à Lamine qui a conduit à la mort de Lamine. 7 ans après, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Nous avons fait appel de cette décision. 1 an après, la Chambre de l'instruction de Paris a confirmé le non-lieu. Nous avons fait appel de cette décision également. Et aujourd'hui, on est à la Cour de cassation. Et on espère, mais sans se faire d'illusions, que les magistrats à la Cour de cassation auront le courage enfin de condamner ces policiers au vu des éléments à charge et qui sont dans le dossier et qui sont incontestables. Parce que ce sont des preuves scientifiques. Les magistrats qui ont prononcé jusqu'à aujourd'hui les non-lieux se sont basés exclusivement sur les déclarations des criminels eux-mêmes, à savoir des policiers, des 8 policiers qui ont tué Lamine Diagne. Est-il normal que dans un pays comme la France, qui se prétend à l'origine des déclarations des droits humains, il faille se battre pour faire appliquer la loi? La loi prévoit que lorsqu'un fonctionnaire de police tue un être humain, il doit être condamné à une peine de 20 ans de prison. Cette loi n'est jamais appliquée. Les magistrats passent toujours outre. On ne demande pas de loi d'exception. On veut que la loi qui existe, qui est en vigueur dans ce pays, soit appliquée par les magistrats. Donc quelle est la solution? Comment fait-on pour obliger ces magistrats à appliquer la loi? Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Notre but n'est pas de dire que nous avons quoi que ce soit contre la police, parce que nous allons vous expliquer ce qu'est la police. Entrer dans la police, ça veut dire accepter au moment où on prend le service de déposer son cerveau dans le vestiaire pour obéir strictement aux ordres que l'État français donne. Et on reprend son cerveau qu'une fois qu'on sort de son service. Ça veut dire que quel est notre intérêt de nous en prendre au corps policier qui n'est qu'un exécutant? Et voilà comment nous piègent les médias traditionnels, comment nous piège l'appareil politique qui nous confronte toujours à un corps policier qui ne fait qu'obéir aux ordres. Comprenez par là que si la police peut tuer et qu'à chaque fois peut tuer des gens qui nous ressemblent, des gens qui me ressemblent, et qu'à chaque fois cela débouche sur un non-lieu, nous sommes obligés de constater, nous sommes obligés de suspecter que cela veut dire que la justice octroie à cette police implicitement un permis de nous tuer. Voilà la réalité. Lorsque l'on dit la vie des Noirs compte, cela veut dire que nous constatons que dans ce monde, la vie d'un Noir n'a aucune valeur. Comment tout cela a commencé? Cela a commencé lorsque l'homme blanc a réalisé ce monde dans lequel nous vivons, avec à la racine un faux concept qui est l'idéologie de la suprématie blanche, qui a établi que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir, ce dernier étant inférieur, l'homme noir, par conséquent, sa vie n'a pas la même valeur que celle d'un blanc. C'est cette même idéologie qui a permis de justifier l'esclavage et de déshumaniser l'homme noir. C'est cette même idéologie qui a permis également de justifier la colonisation en prétextant que c'était un devoir pour l'homme blanc d'apporter, entre guillemets, la civilisation à l'homme noir. Malheureusement, ce virus, qui est l'idéologie de la suprématie blanche, a réussi à infecter certains d'entre nous, qui considèrent que pour espérer que la vie d'un noir puisse compter à l'avenir, il nous faut nous attaquer et détruire ce poison, ce virus, cette maladie infecte, qui est l'idéologie de la suprématie blanche, qui a réussi à faire croire au monde que tout ce qui vient du blanc est bon, est juste, est beau, a une valeur et est acceptable et doit être admis. Nous devrions dorénavant refuser d'accepter d'associer à la couleur blanche tout ce qui représente le bien, la pureté, la sérénité, la beauté, la sécurité, tout ce qui peut être la promesse d'un avenir beau, merveilleux et radieux. Et refuser d'accepter que la couleur noire soit associée à tout ce qui représente le mal, la laideur, le tragique, l'insécurité, ce qui est menaçant et effrayant. Pourquoi aujourd'hui, en 2016,
on nie encore notre humanité. Pourquoi? Parce que la nature nous a fait noirs, parce que la nature nous a donné cette protection contre les rayons ultraviolets. C'est pour ça qu'on dit notre humanité. La nature est juste et bonne. La nature est juste et bonne. Les idéologues ont décidé excusez-moi, de faire une idéologie, pour parler mieux français, de cette protection de la nature, en disant que nous étions des sous-femmes et des sous-hommes. Aujourd'hui, malgré l'apparat, le principe actif est toujours présent. On nous tue aux États-Unis, on nous tue en France, on nous tue en Inde, on nous tue en Afrique, on nous tue dans le monde arabe. Pourquoi? Le leadership mondial, occidental, s'est construit sur notre dos. Les richesses de ce monde sont dues à l'exploitation, au mépris de la femme noire et de l'homme noir. N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison? Ce qui nous rassemble, c'est que on est des organisations noires qui croient à la libération totale des Noirs, sans condition, quel que soit leur mode de vie. On croit à ça partout, de ici à Port-au-Prince, on passe par le Kivu, en allant en Afrique du Sud, on croit à la libération totale du peuple noir, des pays noirs, d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe, pour la justice, les réparations et la vérité. Donc, la réalité, c'est qu'en 1789, ont été proclamés les droits de l'homme. C'est vrai. Mais si on fait un simple calcul mathématique, jusqu'à quelle époque les Africains ou descendants d'Africains sont demeurés esclaves en France, dans le dit pays des droits de l'homme, jusqu'en 1848, de 1789, où les droits de l'homme sont proclamés, jusqu'à 1848. L'État français nous a apporté la preuve que la France n'est pas une et indivisible. Il nous a apporté la preuve que s'il y a droits de l'homme, ce ne sont que les droits de l'homme blanc. Et c'est contre ça que nous devons nous battre. Mais cet après-midi, nous sommes là aussi, et surtout, pour dénoncer, mais pour démontrer quelque chose. Pour démontrer, non seulement à nous, même, que nous valons quelque chose, que nos vies comptent, mais si nous sommes là, c'est aussi pour préparer le futur. Parce que nous devons apprendre à nos enfants à marcher la tête haute. Nos vies comptent, mais celle de nos enfants à venir a encore plus d'importance. Qu'est-ce que nos enfants apprennent dans leur programme scolaire? Qu'est-ce que nos enfants apprennent dans la rue, dans leur manière de se vêtir, dans tout ce qui les entoure? Ils apprennent à baisser la tête et à se soumettre. Quand ça va leur arriver, ils vont dire « Ah ben il y a eu Rodney King ». C'est normal parce qu'on va leur montrer dans les livres d'histoire. Et le travail d'Apromo à comprendre, c'est de déconstruire le travail que ces minables font vis-à-vis de nos enfants. Il est hors de question que nos enfants afro-descendants marchent la tête baissée. Ils vont construire le monde. S'il le faut, ils prendront les armes pour se mettre debout pour dire stop. Certains vous me traitez de raciste. Ouais, le Renoir là, il vient parler. Il y en a marre des Renoirs. Toujours à se plaindre et compagnie. On lit ça sur les réseaux sociaux. Mais je vais paraphraser un grand leader, un anti-colonialiste. Notre père à nous, Aimé Césaire. La négresse vous emmerde, le nègre vous emmerde. Nous, Moissy Collectif Afro-Féministe, sommes là aujourd'hui, comme vous toutes, pour dire haut et fort que le vie des Noirs compte. Et de tout mon cœur, je vous remercie d'être là. La solidarité doit être notre force. Nous sommes là pour soutenir toutes les Noirs, quel que soit valide ou en situation de handicap, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le genre,
quelle que soit la situation économique, nous sommes là pour vous, parce que nous exigeons la justice, nous exigeons la vérité, nous exigeons l'égalité, la vraie égalité, pas l'égalité de papier. Et contrairement à ce qu'a dit un ancien président de la République, nous sommes entrés dans l'histoire. Parce que nous sommes l'histoire. Que cette police est inéquitable. Nous comprendrons qu'à travers les contrôles aux faciès, qui sont le point de départ des violences policières, les contrôles aux faciès qui servent à discriminer invisiblement, qui servent à poser sur les uns la tâche de la présomption de culpabilité, tandis que sur les autres, la tâche de la présomption d'innocence. Ces contrôles aux faciès permettent au corps policier dans son ensemble d'intégrer l'infériorité des uns et la supériorité des autres. Que lorsqu'on regarde historiquement quels sont les visages des gens, des personnes, des jeunes qui sont morts entre les mains de la police, on verra majoritairement des personnes issues des ex-colonies françaises. Et les Noirs sont compris dans ces personnes. Voilà la réalité de l'État français. Donc il faut ouvrir les yeux. Et il ne faut pas penser que chaque personne qui dénonce est aussi coupable que la personne qui commet les atrocités. Parce que ce sont des atrocités, parce que c'est une forme de génocide. Lorsqu'on détruit votre histoire, c'est une forme de génocide. Quand on détruit votre économie, c'est une forme de génocide. Quand on détruit votre confiance en vous, c'est une forme de génocide. Quand on va faire des remarques sur vos cheveux, ou quand vous devenez ministre et qu'on va dire que vous ressemblez à un singe, que vous soyez en France, comme Madame Taubira, ou que vous soyez en Italie, c'est une forme de génocide. Parce que le génocide peut être aussi bien culturel que physique. Alors la mort de mon frère, la vie de mon frère, la vie de Adama Traoré, la vie de Aboubakar Tandia, de Mahamadou Marega, de Larami Mouchine, de Ziyad Bouna, et combien d'autres, d'Abdoulaye Kamara, de Amadou Koumé, ça vaut beaucoup moins que des voitures caillassées. Ils font la une de leurs journaux quand une voiture de police est caillassée. Et quand on est tué, nous, et c'est la raison pour laquelle les voitures sont caillassées, parce qu'ils ont ôté une vie. Personne n'a le droit d'ôter une vie. Personne n'a le droit de prendre la vie d'un autre. C'est pour cela que la peine de mort est abolie en France depuis 1981. Mais les policiers continuent à exécuter les gens. Et les magistrats, la France, les autorités les protègent. Apparemment oui, on est encore hors de l'humanité. Ils nous considèrent encore une fois comme étant hors de l'humanité. Donc le droit s'applique à eux, mais ne s'applique pas à nous. Pourquoi? Les policiers sont au-dessus de la loi également. Merci. On se bat. On continuera à se battre. On ne lâchera pas l'affaire. Jamais on lâchera. Nous aussi, on ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on continuera à dénoncer